Bonjour à tous, bonjour Philippe, Bonjour. bienvenue à nouveau pour ce nouveau webinaire sur les marchés de taux en euros. Rapidement, comme en habitude, je vais reprendre les conclusions du mois de mai. C'est vrai qu'on avait évoqué assez longuement le fait qu'il y avait une hausse des prix de l'énergie qui devait mécaniquement en fait, freiner l'activité économique et en particulier sur la zone euro. Et ça, on va y revenir justement plus en détail par la suite. On avait vu que l'inflation actuelle était principalement tirée par la hausse des prix de l'énergie et ça depuis effectivement l'entrée des États-Unis en Iran et notamment la fermeture du détroit d'Ormuz qui avait tendu un peu les marchés là-dessus. Aujourd'hui, tenté d'endiguer par les politiques des banques centrales, notamment de la BCE, pour relever leur taux, nous semblait en tout cas pas la réponse la plus adaptée. Et puis, il y avait une anticipation également des marchés de 3 hausses de taux de la part de la BCE. Alors, on va voir effectivement si prochainement, on va avoir de nouvelles hausses. Mais ça nous paraît aussi un peu excessif et on va vous l'expliquer pourquoi aujourd'hui. Effectivement, donc la question qui se pose aujourd'hui pour les marchés de taux, c'est quelle va être la réponse des banques centrales à la hausse des prix du pétrole et de l'inflation. Donc reprenons les éléments du débat. Si on regarde les taux de dépôt des banques centrales, sur le graphique que vous avez sous les yeux, on voit donc très nettement la hausse massive des taux qui avait eu lieu en 2022-2023 de 4%, ce qui était historiquement un record. Et puis la baisse progressive ensuite des taux des banques centrales face au reflux de l'inflation. J'insiste, et d'ailleurs on insiste sur justement la rapidité de cette remontée des taux qui est historique et qui a eu un impact. Et aujourd'hui, on le verra prochainement, mais c'est vrai que cette remontée rapide, elle ne s'inscrirait pas dans les perspectives que l'on a aujourd'hui, on va le voir. Et donc, avec l'entrée en guerre des États-Unis en Iran, on voit que les banques centrales ont marqué une pause en attendant de voir quels seraient les développements à la fois dans la situation géopolitique et sur le plan de l'inflation. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que les marchés anticipent, on se rend compte que à 97%, les intervenants de marché aujourd'hui anticipent une hausse des taux de 0,25% de la BCE au cours de sa prochaine réunion la semaine prochaine et prévoit une stabilité des taux aux États-Unis, donc un statu quo là aussi au cours de sa prochaine réunion le 17 juin. Quels sont les éléments à la disposition des banques centrales pour prendre leurs décisions? Alors d'abord, on a eu des chiffres d'inflation le 2 juin dernier en zone euro avec un chiffre d'inflation sur 12 mois de 3,2%. Et un chiffre d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et produits frais, de 2,5%. Aux États-Unis, on est respectivement à 3,8 et 2,8. Donc on voit que ces chiffres sont nettement au-dessus des cibles des banques centrales, puisque les cibles des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, je le rappelle, c'est 2%. Donc 3,2 en inflation globale, 2,5 en inflation sous-jacente, c'est évidemment au-dessus. Cette inflation, elle est très largement due, comme on le sait, à la hausse des prix de l'énergie. Vous avez sur ce graphique les prix du gaz et les prix du pétrole sur 2025 et 2026 et sur 3 ans. Donc, on voit que les prix ont bondi donc, à partir du mois de mars et le début du conflit en Iran. On voit aussi qu'ils ont reflué assez nettement par rapport à leur plus haut et qu'ils se sont stabilisés à un niveau qui est au-dessous des sommets qu'ils avaient atteints, mais au-dessus, évidemment, de ce qu'ils étaient précédemment, avant le conflit. D'ailleurs, ce conflit, pour l'instant, s'éternise un peu, si je puis dire, par rapport à ce qui avait été annoncé au départ.
Donald Trump avait parlé de quelques semaines de guerre. On voit qu'on en est déjà à plusieurs mois et que pour l'instant, on n'en voit pas l'issue, même si elle est annoncée à peu près tous les jours par Donald Trump. La situation, c'est qu'il y a des échauffourées, si je puis dire, ou des escarmouches, comme on dit, entre les belligérants qui peuvent être plus ou moins violents, et des négociations qui se déroulent en parallèle au Pakistan sur les mouvements guerriers. Il y en a qui sont visibles, comme ce qui s'est passé, les bombardements récents sur l'aéroport du Koweït, d'autres qui le sont moins. Et sur les négociations, il est difficile de savoir exactement où elles en sont, parce que les déclarations sont souvent contradictoires entre les différents belligérants et parfois au sein même d'un seul belligérant. Sur l'impact de cette situation sur le marché du pétrole, c'est que avec les annonces d'un accord possible entre l'Iran et les États-Unis, le prix du baril, comme on le disait, a reflué et repassé sous les $100. Puis il a remonté en voyant que finalement il n'y avait pas d'accord aussi rapide qu'annoncé pour se situer aux alentours des $100 le baril. Quand on regarde la ponction qu'opère la fermeture du détroit d'Ormuz sur le marché du pétrole, on se rend compte qu'il y a eu des réacheminements du pétrole du Golfe, à peu près pour 1,5 million de barils jour, et une hausse d'autres producteurs, États-Unis en tête, pour compenser la baisse d'approvisionnement à partir du Golfe. Cette hausse des autres producteurs, on la chiffre aux alentours de 3,5 millions de barils par jour. Donc on voit que la fermeture des détroits d'Ormuz prive le marché de à peu près 14 millions de barils par jour et qu'on a réussi à en compenser à peu près 5. Donc ça constitue quand même encore une ponction relativement importante sur le marché. Ce qui explique d'ailleurs la baisse des réserves, puisqu'il y a eu des ponctions assez importantes sur les réserves de pétrole, aussi bien en mars qu'en avril, avec un peu plus d'une centaine de millions de barils. Mais est-ce que ça montre justement, comme on a pu le voir avec l'entrée de la Russie en Ukraine, que en fait, le commerce mondial se réorganise assez rapidement. Là, on parle de quelques mois quand même. Il se réorganise. On parle d'orientation nouvelle pour les exportations de pétrole des pays de la région, à travers la Syrie, à partir de la mer Rouge, contournant le détroit d'Ormuz par la terre, par des nouveaux oléoducs, pardon. Donc oui, il y a des choses qui sont d'ores et déjà faites, puisqu'on le voit, il y a eu des réacheminements, mais ça prend du temps et on ne construit pas un oléoduc aussi rapidement. Et donc oui, le commerce international va se réorienter si la fermeture des détroits d'Ormuz dure, mais ça prend nécessairement. Et du coup, toutes ces tensions en fait montrent à terme qu'à un moment, on finira par s'adapter. On devrait finir par s'adapter, et d'autant que l'offre, il faut le rappeler, de pétrole avant le conflit était plutôt surabondante par rapport à la demande sur le marché. D'accord. Tout cela nous amène à regarder donc quelles devraient être les réactions des banques centrales. On vous a mis ici un graphique qui reprend l'inflation en zone euro depuis 2021, c'est la courbe rouge, et face à cela, les évolutions des taux directeurs de la BCE, c'est la courbe verte. Ce que l'on constate, c'est que la poussée d'inflation que l'on a aujourd'hui, d'abord, est bien inférieure pour l'instant à ce qu'elle était en 2022. Pour l'instant, parce qu'évidemment, ça démarre à un endroit, on ne sait pas trop où ça s'arrête, mais à ce stade, c'est très inférieur. Et puis surtout, l'écart entre le niveau d'inflation et le niveau des taux de la Banque centrale n'a rien à voir avec ce qu'il était en 2022, puisqu'en 2022, on avait une inflation qui avait dépassé les 10% et des taux qui étaient, Banque centrale, qui étaient à zéro. Aujourd'hui, on a une inflation à 3,2 avec des taux qui sont à 2%. Donc,
Oui, la question se pose de bouger ces taux pour la BCE, mais on voit que l'ampleur du besoin est nettement inférieure à ce stade, à ce qu'elle a été en 2022. Donc on serait en capacité de mieux accompagner peut-être d'avoir d'abord un besoin inférieur de hausse des taux et puis des hausses des taux plus progressives. Surtout qu'on part d'un niveau plus élevé. Du côté de la Fed, il y a eu quand même un changement important à signaler, c'est l'arrivée de Kevin Warsh. Kevin Warsh avait déjà été gouverneur de la Fed dans le passé. Il a été nommé par Donald Trump, dont on sait qu'il veut que la Fed baisse ses taux. Pour autant, Kevin Warsh est quand même un partisan assez fervent de l'indépendance de la Fed. On voit que cette indépendance, elle avait été mise en cause, en particulier avec la tentative d'éviction de Lisa Cook du club des gouverneurs de la Fed. On voit aussi que Jérôme Powell va rester au bord des gouverneurs. Et donc, on voit que cette indépendance a encore des partisans et des réalités certaines, même si ça déplaît à Donald Trump. La différence en ce qui concerne Kevin Warsh, c'est que il a toujours été partisan d'une réduction du bilan de la Fed, c'est-à-dire qu'il n'est pas partisan que les banques centrales interviennent en achetant de la dette d'État et financent de ce point de vue-là le Trésor sur le long terme. Il a une autre conviction qui est peut-être plus discutable, qui est qu'il faut diminuer la communication de la Fed. Alors c'est plus discutable parce qu'il me semble que le fait, au contraire, que les banques centrales communiquent plus ces dernières années a été plutôt un progrès, donne plus de visibilité au marché, donc stabilise plutôt les marchés. Mais on va voir comment, en pratique, il va s'y prendre dans les mois prochains. Quand on regarde maintenant, au-delà de la composante d'inflation, les composantes d'activité qui peuvent amener à influer les décisions des banques centrales, on sait qu'un élément important pour la Fed, la Banque centrale américaine, c'est le marché du travail. Et on voit que les taux de chômage sont sensiblement stables en zone euro comme aux États-Unis, mais ils ont plutôt tendance le taux de chômage a plutôt tendance à augmenter aux États-Unis, et donc il n'y a pas de tension particulière aujourd'hui sur le marché du travail américain qui pourrait être générateur d'inflation. Du côté de la croissance, alors là, les nouvelles sont assez mauvaises du côté de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit dans les précédents. C'est ce que l'on avait dit précédemment. On a eu un premier trimestre à 0,1 en zone euro cette année, et même un premier trimestre avec une croissance négative en France à moins 0,1 au premier trimestre. Les États-Unis, eux, ont une croissance qui a mieux résisté, puisqu'on est à 1,6. Alors, pas tout à fait comparable au 0,1, puisque, je rappelle, 0,1, c'est un rythme trimestriel, alors que le chiffre américain est annualisé en rythme annuel. Mais tout de même, parce que 4 fois 0,1, ça fait plutôt 0,4 que 1,6. Donc, le rythme de croissance aux États-Unis est plus élevé, bien qu'il soit en baisse par rapport à ce que l'on a pu connaître précédemment. Les PMI, les 0,3 en Allemagne, c'est dû effectivement... Alors l'Allemagne, c'est un cas un peu particulier parce que là, on le voit sur le graphique. Il y a eu d'abord beaucoup de trimestres négatifs en Allemagne. Donc la croissance a été encore plus mauvaise que dans la zone euro ces dernières années en Allemagne. Et il y a en sens inverse des dépenses de la part de l'État qui ont sensiblement augmenté et donc qui ont pu favoriser ce chiffre. Les PMI qui ont été publiés au début de ce mois-ci, donc le 3 et aujourd'hui, reflètent ce que l'on a déjà vu sur les croissances, c'est-à-dire une croissance en berne en zone euro, puisqu'on est au-dessous des 50, qui est la limite entre la croissance et la récession à 48,5, et on voit que ça fléchit par rapport
avril. Aux États-Unis, on a là aussi des PMI qui fléchissent un peu, même si là, en revanche, on reste au-dessus des 50 à 51,7. Quand on regarde à présent ce qui s'est passé sur les taux longs, on voit que dans la période récente, finalement, on a eu une volatilité assez importante sur les taux à 10 ans, mais dans l'ensemble, on reste dans un couloir d'évolution qui fait qu'on tourne toujours à peu près au même niveau et qu'on reste sensiblement dans une fourchette relativement étroite. On a la même chose aux États-Unis, où il y a une certaine stabilité des taux longs, malgré une volatilité certaine d'un jour à l'autre. Il n'est pas rare que l'on ait des évolutions de l'ordre de 10 centimes, c'est-à-dire 10 points de base, 0,10%, en hausse ou en baisse, plusieurs jours consécutifs, à la fois sur le marché américain et sur le marché européen. Sur le marché obligataire européen, on voit sur ce graphique que les spreads de crédit, c'est-à-dire les écarts entre les taux d'emprunt des entreprises et les taux d'emprunt des États, continue à se réduire, montrant ainsi que les investisseurs font plus confiance aux entreprises pour gérer leurs dettes qu'aux États et aux entreprises, donc pour maintenir des taux d'endettement acceptables. Les courbes des taux, on le voit ici, vous avez en rouge les courbes de taux au 3 juin comparées à celles du 27 février, donc juste avant le conflit en Iran, et à celles du 31-12-2024. Donc elles se sont légèrement translatées. Vous voyez que les taux sont translatés vers le haut et que les courbes se sont aussi légèrement aplaties, c'est-à-dire que les taux courts ont grimpé plus que les en anticipation justement de hausse des taux éventuellement des banques centrales. Pour autant, on a des courbes de taux qui restent relativement pentues et donc qui donnent un avantage assez certain aux investissements longs par rapport aux investissements courts. Aux États-Unis, la situation est un peu différente parce qu'on n'anticipe pas de hausse des taux de la part de la Federal Reserve. Et donc, on a des taux longs qui ont monté là aussi moins que les taux courts. Donc, un aplatissement de courbe, mais une courbe qui est plus plate. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la bonne question. D'abord, la hausse des taux de 0,25% de la part de la BCE à sa réunion du 11 juin, on l'a vu, est déjà très largement anticipée par le marché, puisqu'il est anticipé à 97%. Donc, il est peu probable que si elle a lieu, cela a un impact majeur sur le marché, puisque c'est parfaitement anticipé. On pourrait même imaginer que si la BCE monte ses taux, cela rassure plutôt le marché sur sa volonté de lutter contre l'inflation, et donc c'est plutôt un effet à la baisse sur les taux longs. En sens inverse, d'ailleurs, on pourrait, si la BCE ne bouge pas ses taux, avoir une inquiétude sur l'inflation future plus importante, et donc peut-être des hausses qui remontent. Donc, à ce stade, il est assez difficile de savoir si il faut considérer qu'on va avoir nécessairement des hausses de taux longs, en particulier par le fait qu'on anticipe des hausses de taux courts. Les hausses des taux courts peuvent aussi avoir un effet calmant sur les taux longs. Et du coup, c'est quoi l'impact alors pour le portage aujourd'hui ? Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de maintenir notre préconisation que l'on avait donnée le mois dernier, c'est-à-dire de rester sur la zone des 5-7 ans, qui est à la fois une zone où le risque de taux est moindre que sur les taux très longs à 10 ou 15 ans,
et où il y a encore des rémunérations très intéressantes du fait justement de la pente de la courbe des taux. D'accord. En conclusion, on a aux États-Unis une inflation qui est persistante parce qu'on le voit au-delà de l'inflation liée à l'énergie, il y a une inflation sous-jacente qui est tout de même relativement importante, qui est aussi en partie liée à l'instauration des droits de douane, Bien qui sûr. ont un impact sur les prix. Et on a en même temps une croissance qui résiste plutôt mieux qu'en Europe, en particulier du fait du secteur des technologies. Donc, le président Donald Trump voudrait une baisse rapide des taux. On voit que l'environnement ne s'y prête pas nécessairement pour l'instant, et donc la poursuite de la pause de la Fed semble effectivement le plus probable. Entre les pressions à la baisse des taux et la réalité qui militerait plutôt éventuellement pour des hausses, finalement les laisser au niveau où ils sont semble ce qui est le plus raisonnable. Meilleur consensus. Voilà. En Europe, il faut faire plus attention parce qu'effectivement, on envisage des hausses de taux. 3 hausses de taux, ça ferait 0,75% de hausse des taux sur l'année. Ça nous paraît beaucoup, d'autant qu'on l'a vu, la croissance fléchit sensiblement. Et risquer d'entraîner l'économie dans la récession n'est pas une solution pour les finances publiques qui se retrouveraient donc dans un étau entre des taux de financement plus élevés et des recettes qui baissent. Donc la Banque centrale devra jouer avec beaucoup de précautions, de façon à la fois à montrer qu'elle souhaite lutter contre l'inflation, mais ne pas précipiter les économies dans la récession. Ce que l'on peut signaler quand même, c'est que sur le marché obligataire, pour un investisseur sur le marché obligataire, le taux de portage aujourd'hui, qui est de l'ordre de 4%, entre 4 et 5%, est tout de même un élément important. Parce que le passage du temps, comme on l'a déjà dit, c'est ce qui rémunère l'investisseur obligataire. Et si on n'est pas investi sur ces marchés, eh bien, le taux de portage constitue un coût, finalement. Et donc, si on regarde les perspectives éventuellement d'une hausse des taux et qu'on met en face la privation du taux de portage, eh bien, on peut considérer qu'il y a plus de risques à être hors du marché qu'à être investi. OK. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces explications. J'espère qu'on a pu effectivement vous aider parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui qui est un peu difficile et complexe, et on a des retours effectivement concernant cette hausse progressive des taux longs et quel impact ça pouvait avoir. Donc j'espère qu'on y a répondu. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez creuser un peu plus en détail ces sujets-là. On vous remercie et puis on vous dit au mois prochain. À bientôt. À bientôt, au revoir.